Nous avons tous un côté sombre, un côté caché de notre personnalité et ou de notre comportement finalement qu'on a tendance à éviter de montrer au public. Publiquement, socialement, on a plutôt tendance à essayer de se montrer de manière positive, sous notre meilleur angle, sous notre meilleur jour. Et petit à petit, avec les années, puisque c'est quelque chose qu'on fait depuis qu'on est tout petit finalement, eh bien avec les années, on a tellement tendance à refouler certains comportements qui ne sont pas forcément socialement bien vus, comme l'agressivité, le désir d'argent ou de pouvoir ou l'égoïsme. Eh bien, c'est quelque chose qui a tendance à se refouler de plus en plus en nous-mêmes, de sorte que ça finit par devenir tabou pour nous, pour nous-mêmes en fait finalement. Alors que finalement, tous ces comportements-là sont des comportements parfaitement humains. Mais dans ce 9e chapitre-là du livre Les lois de la nature humaine, Robert Greene, l'auteur, nous invite à nous reconnecter à notre côté sombre finalement, nos côtés qui sont tabous pour nous-mêmes, tous les traits de notre personnalité qui ne nous plaisent pas vraiment. Mais le fait de faire ce genre de choses-là, finalement, va nous permettre de devenir plus authentiques et de plus tolérants avec les autres. Mais aussi, surtout, le fait que on découvre en nous-mêmes ce côté sombre, tous ces traits de personnalité-là qu'on a envie de gommer, eh bien, va nous permettre de mieux comprendre aussi le côté sombre des autres, le côté caché des autres finalement, et de mieux comprendre quelles sont leurs intentions et de mieux les comprendre de manière générale. Et comme vous le savez, et c'est là que ça devient intéressant, comme vous le savez, Robert Greene aime beaucoup illustrer ses propos grâce à des histoires, et notamment l'histoire qu'on va voir ici sera l'histoire de Richard Nixon. Parce qu'en 1968, Richard Nixon est devenu le président des États-Unis d'Amérique. Après un comeback d'ailleurs, un comeback politique énorme, puisque quelques années auparavant, le Times avait fait sa rubrique nécrologique politique parce que tout le monde pensait que sa carrière était finie. Il avait échoué à plusieurs grandes élections et comme il avait été vice-président du président Dwight Eisenhower encore avant, et bien du coup, tout le monde pensait que c'était fini pour lui. Mais non, il a réussi à réunir une équipe de campagne présidentielle de choc et il a réussi à faire une campagne excellente et il a réussi à se faire élire président des États-Unis. D'ailleurs, cocorico un peu parce que la grande icône justement de Richard Nixon, c'était le général de Gaulle qui d'après lui irradiait d'autorité et d'amour de son pays. Et c'est véritablement ce qu'il voulait faire lui aussi. Richard Nixon, son ambition, c'était de devenir le meilleur, le plus grand président des États-Unis qui ait jamais été. À ce point-là. Mais il avait certains traits de caractère particuliers. Il n'était pas très aimé des élites et surtout, il était extrêmement paranoïaque. Il avait vraiment peur que n'importe qui de son équipe, de ses collaborateurs, lui tourne le dos au mauvais moment. Et donc, il avait mis des micros absolument partout pour espionner partout, tout le temps, tout le monde. Voilà, ce qui était un petit peu particulier, ce qui le pénalisera très fortement à la fin de l'histoire, vous allez comprendre. Le début de son mandat était particulièrement bien parti, vu qu'il a pris tout un tas de dispositions pour protéger les travailleurs, protéger les consommateurs, protéger l'environnement. Il a signé aussi le pacte de non-prolifération des armes atomiques. Donc ça commençait plutôt bien. Mais il y avait toujours sa paranoïa sous-jacente qui était toujours là, et il avait notamment extrêmement peur des Juifs. Parce que, d'après lui, les Juifs sont déloyaux, ils ne sont pas patriotes du tout, et donc il faut vraiment les surveiller. Et donc, au bureau d'études statistiques aux États-Unis, il y avait beaucoup de Juifs, et il a demandé au FBI de faire des enquêtes sur ces gens-là pour détecter le moindre retournement de veste, ou la moindre espionnage, ce genre de choses. Il en a profité aussi, du coup, pour commanditer des enquêtes sur les Juifs qui étaient les plus gros contributeurs des membres de l'opposition, du parti d'opposition, ok ? Donc, voilà, c'est un peu particulier. Il voulait absolument, Richard Nixon, montrer de lui une image publique de quelqu'un de fort, de viril, de résilient, quelqu'un qui tient bien droit. Il voulait vraiment montrer une image de lui qui était l'image de quelqu'un d'extrêmement viril, fort, résilient, qu'il se fiche complètement de ce qu'on pense de lui, qui n'est pas rancunier du tout, et qu'il avance, et puis voilà, il est droit et il avance. Mais en privé, ce n'est pas du tout l'image qu'il renvoyait de lui. Il était extrêmement paranoïaque, très soucieux de son image publique et quelqu'un qui avait tendance à être en colère très facilement. L'histoire qu'il a fait tomber finalement, c'est l'histoire du Watergate. Le Washington Post a publié l'histoire du Watergate un petit peu avant sa réélection. Donc on était à la fin du mandat de Richard Nixon et l'hôtel du Watergate, du coup, était l'hôtel dans lequel il y avait le QG du candidat d'opposition. Et
il y a eu une équipe qui a été prise en flagrant délit, des espions, hein, des anciens de la CIA, qui plaçaient des micros justement pour pouvoir écouter ce qui se faisait dans le QG de l'opposition. Et donc, c'est une affaire qui a été... qui a remonté petit à petit jusqu'à Richard Nixon, mais pas complètement non plus. Hein, Richard Nixon a tout fait pour étouffer l'affaire un maximum. Hein, il a remplacé la personne qui était chargée de l'enquête par l'un de ses proches pour étouffer l'affaire un maximum. Il a commandé à la CIA de faire pression sur le FBI pour étouffer l'affaire aussi. Il a renvoyé tout un tas de gens qui étaient dans son comité de réélection pour éviter que ça remonte jusqu'à lui. Et ça a plutôt bien fonctionné, hein, vu qu'il s'est fait réélire. Mais quelques temps plus tard, après son élection, eh bien, le Sénat, hein, a commandité une enquête. C'est-à-dire que Richard Nixon a fait en sorte que les journalistes se taisent, étouffent l'affaire, que le FBI étouffe l'affaire, mais par contre, dès que c'était au Sénat d'envoyer une commission d'enquête, eh bien là, il n'a pas pu faire grand-chose. Et notamment, petit à petit, ils se sont rendus compte que c'est revenu jusqu'à Richard Nixon, hein, cette affaire-là. Et ils ont demandé, hein, le Sénat a demandé à obtenir tous les enregistrements audio qu'il avait fait, justement parce qu'il avait tendance à mettre des micros partout, à écouter tout le monde. Et donc quand le Sénat a obtenu ces enregistrements audio, eh bien Richard Nixon s'était enregistré lui-même aussi. Et donc à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était en privé extrêmement paranoïaque, il n'avait absolument aucune hésitation lorsqu'il devait prendre des actions illégales. Enfin vraiment, il montrait une image de lui-même qui tranchait complètement avec son image publique, de sorte que tout le monde était complètement choqué, quoi. Même la famille de Richard Nixon s'est dit choquée par son comportement, parce qu'il n'était vraiment pas du tout comme ça avec eux. Et en août de la même année, il dut démissionner. Robert Greene utilise bien sûr cette histoire-là pour nous illustrer ce qu'est le côté sombre justement de nos personnalités. On n'a pas tous, bien évidemment, un côté sombre aussi prononcé que celui de Richard Nixon, mais quand même. D'après Ray Price, du coup, hein, qui était l'auteur des discours de Richard Nixon, il disait de Richard qu'il avait deux personnalités, il y avait deux Nixon différents. Un Nixon lumineux, qu'il montrait publiquement à la presse, aux médias, et un Nixon sombre qu'il montrait beaucoup plus volontiers lorsqu'il était loin des caméras, en privé, bien sûr. Et Henry Kissinger aussi avait dit de Richard Nixon, d'après Henry Kissinger, c'était plutôt une question de son enfance en fait, ok. Il disait de lui, imaginez ce que cet homme aurait pu donner s'il avait été aimé. Parce que oui, Richard Nixon, lorsqu'il était jeune, lorsqu'il était enfant, en fait, était dans une famille qui était un peu compliquée, très compliquée même, parce que son père était très froid et le battait. Sa mère s'occupait surtout de ses frères qui étaient très malades. Ses deux frères qui sont morts très jeunes en fait, de maladie, et Richard passait des mois entiers tout seul parce que sa mère s'occupait de ses frères et que son père était très distant de manière générale. De sorte qu'il a vécu un sentiment d'abandon extrêmement fort. Lorsque ses frères sont morts, sa mère est tombée en dépression et s'est pas occupée plus de lui malgré tout. Donc, Richard Nixon s'est vraiment senti extrêmement seul et a vraiment été absolument terrorisé lorsqu'il était enfant de ne pas être aimé, de ne pas avoir d'amis, d'avoir des ennemis partout en fait. Et pour pouvoir contrer cette peur-là, finalement, il s'est construit une personnalité secondaire, une personnalité qui l'a protégé finalement, un bouclier où il se montrait extrêmement fier, fort, viril, extrêmement résilient, résolu, enfin voilà. Vraiment, ça lui a permis de sortir de ses peurs finalement. Mais il avait quand même un comportement en off du coup où ses peurs ressurgissaient et où il parlait souvent des gens dans leur dos, il commentait toutes leurs décisions, tous leurs agissements, vous voyez, donc ce genre de choses. D'après Robert Greene, nous avons tous un personnage privé et un personnage public. Un personnage public qui peut s'apparenter au masque social que l'on porte, hein, véritablement. Notre côté sombre, notre personnage privé, finalement, on essaye de le gommer un maximum, nos défauts et tout ça. Et notre masque social, finalement, eh bien, plus il est éloigné de notre propre personnalité, plus on a besoin de fournir d'efforts pour pouvoir avoir un personnage public lissé et positif et tout ça, eh bien, plus en privé, en fait, finalement, on va avoir tendance à exprimer complètement nos côtés négatifs pour compenser, justement.
Comme étudiant à la nature humaine, vous devez comprendre que votre côté sombre peut être destructeur, hein, comme on a vu avec l'histoire de Richard Nixon, mais que vous pouvez l'examiner, que vous pouvez entrer en contact avec lui pour pouvoir diluer et estomper son côté négatif. En fait, en acceptant votre propre côté négatif, vos propres côtés sombres finalement, eh bien vous arrivez à lui faire perdre son pouvoir destructeur. L'idée étant de réorienter, ça c'est la grande idée de Robert Greene, hein. Dans tous ses bouquins, dans tous les chapitres, c'est la même idée qui revient tout le temps. Réorienter ses côtés négatifs pour en faire quelque chose de constructif. Réorienter son agressivité dans un travail. Réorienter ses insécurités, sa vulnérabilité dans de l'empathie, etc., etc. Là ici, il nous propose d'afficher publiquement notre ambition, par exemple, si on est très ambitieux, d'afficher publiquement notre côté sombre beaucoup plus facilement, parce que de cette manière-là, on arrivera à être plus authentique, plus honnête et plus tolérant avec les autres. Il donne ici l'exemple d'Abraham Lincoln, hein, qui avait fait dans son enfance énormément d'introspection et qui arrivait à bien comprendre sa propre personnalité. Abraham Lincoln avait un côté très agressif, hein, qu'il exprimait au travers de la boxe, au travers de la politique, et il avait aussi un côté très doux, très sensible, où il aimait beaucoup les animaux ou la poésie. Et politiquement, il s'est servi de ces côtés-là, justement agressifs contre ses adversaires politiques, et son côté sensible, justement, pour le transformer en empathie pour le public. Et il arrivait à rire de lui-même très facilement, à avoir beaucoup d'autodérision, ce qui lui donnait un air extrêmement authentique et extrêmement sympathique aux yeux du public. Il prend aussi l'exemple ici de Winston Churchill, qui était aussi très très bon là-dedans, à exprimer son côté négatif très très facilement et à être extrêmement authentique là-dessus. D'ailleurs, Winston Churchill, il faut absolument que je lise une biographie sur ce mec-là, il a l'air excellent. Ça sera pour une prochaine fois, hein. Pour comprendre notre côté sombre, en fait, finalement, il faut revenir à notre enfance. Comme on l'avait déjà vu lors des dernières vidéos, hein, du coup, nos 5 premières années de vie sont particulièrement importantes pour nous puisque c'est à ce moment-là que notre cerveau va se structurer. Et à cet âge-là, on est vraiment une éponge d'émotions, une éponge de tout ce que l'on vit à ce moment-là, de tout ce qui se passe autour de nous. On capte absolument tout et cela structure notre cerveau, notre caractère pour tout le reste de notre vie. De ce fait, nos parents ont un impact, une influence absolument gigantesque, forcément. La toute première chose même que l'on apprend à faire dans la vie, c'est de manipuler nos parents, tout simplement, parce qu'on a besoin d'eux pour notre survie, et en fonction de leur réaction par rapport à ce qu'on fait, on va avoir tendance à agir plus ou moins d'une certaine manière, ok? De sorte que, évidemment, lorsqu'on a des parents qui sont attentionnés, présents, affectueux, tout ça, et bien finalement ça se passe bien, mais lorsque, comme dans beaucoup d'histoires qu'on a vues sur ce livre-là, dont Richard Nixon ou avant avec Howard Hughes, eh bien on peut avoir des parents qui sont distants ou froids ou malades et donc absents de nous, de sorte que les jeunes enfants peuvent avoir un sentiment d'abandon qui vont avoir un impact énorme après. Vous voyez, donc toutes ces choses-là ont un impact très très important. En grandissant, une fois adulte, bien sûr, il y a aussi les conventions sociales, les conventions professionnelles ou culturelles, la culture dans laquelle on évolue, qui ont un impact aussi, bien sûr, et qui magnifient le reste de notre personnalité, ou plutôt de notre masque social. En fait, évidemment, notre côté sombre est là pour rééquilibrer la balance, pour qu'on garde un sentiment d'authenticité quelque part. Okay, ce que nous dit Robert Greene ici, qui est particulièrement intéressant, c'est qu'en réalité, on a tendance à perdre une fois adulte, ou quand on grandit, cette sauvagerie, cette spontanéité, cette gamme d'émotions qu'on avait lorsqu'on était enfant, parce qu'on était véritablement authentique justement lorsqu'on était enfant. Et en fait, on a envie de retrouver ça, on a envie de retrouver un peu l'enfant qui sommeille en nous quelque part finalement. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a tendance à exprimer dans notre ombre, dans notre côté sombre finalement, toutes les choses qui nous permettent de retrouver ces sensations-là. Un peu dans le style des drogues, d'une sexualité débridée, des choses illégales ou alors de l'alcool. L'alcool qui sert typiquement à se désinhiber, vous voyez. Donc clairement de retrouver un peu plus d'authenticité, vous voyez. D'ailleurs, il n'y a pas que ces choses-là, bien évidemment, qui permettent d'exprimer son véritable soi authentique, j'ai envie de dire, mais souvent on entend dire aussi des gens qui, après un coup de colère, un coup de stress, un coup d'angoisse particulier, vous voyez, ont tendance à dire des choses. On a tous vécu des situations comme ça, que ce soit vous ou d'autres, voilà. Ou des gens qui ont des mots qui dépassent leurs pensées.
Vous voyez, qui après, soit nous-mêmes, soit d'autres, on va se rétracter en disant « Ah, je suis désolé d'avoir dit ça aussi, j'étais pas vraiment moi-même, je dis ça sous le coup de la colère. » Ok, mais en temps normal, je pense pas ça, évidemment, tout ça, tout ça. En réalité, ce que nous dit Robert Greene ici, c'est qu'au contraire, de manière générale, dans la normalité des choses, eh bien, on porte notre masque social et ce n'est pas véritablement ce qu'on dit. Ce qu'on dit n'est pas vraiment authentique, on va dire. Alors qu'au contraire, justement, lorsqu'on est sous le coup d'une émotion forte, eh bien, notre masque social n'existe plus, on n'y prête plus du tout attention, on fait plus attention à ce qu'on dit, et donc on exprime beaucoup plus facilement eh bien, ce qu'on a véritablement envie de dire, voyez, ce qu'on a véritablement, le véritable fond de notre pensée. Car d'après Horace, hein, vous connaissez le dicton, chasse le naturel, il revient au galop, forcément. Donc l'idée ici de Robert Greene, même si c'est pas vraiment l'idée de Robert Greene, en réalité il a pris ça de plein de sources, de livres, de psychologie dans tous les sens. C'est juste, je fais une petite parenthèse là, mais c'est impressionnant la bibliographie, les sources qu'il a utilisées en fait, ou à la fin du bouquin évidemment au niveau de la bibliographie où il cite toutes les sources qu'il a utilisées, mais rien que ça fait 50 pages et encore ce n'est qu'une bibliographie sélectionnée. Le mec a passé je sais pas combien d'années à écrire ce livre là, mais les lois de la nature humaine du coup, mais c'est un malade. Robert Greene du coup l'auteur c'est un fou furieux. C'est génial hein, quelque part, mais c'est vraiment un dingue le boulot qu'il a abattu pour faire ça. C'est vraiment impressionnant. Bref, du coup, je reviens à mon histoire. L'idée de Robert Greene ici, c'est que notre adulte et notre enfant qu'on a en nous-mêmes, du coup, pour pouvoir devenir beaucoup plus authentique, il faut savoir les accepter en même temps, ensemble, et ne faire qu'un seul, en fait. En réussissant à accepter ces deux parties-là de nous-mêmes, on deviendra beaucoup plus authentique et donc aussi tolérant avec les autres. À ce moment-là, du chapitre, il nous glisse une petite phrase comme ça, qui passe comme une lettre à la poste sans chapitre, mais qui a des conséquences absolument géniales, je trouve. Alors, comme c'est une règle psychologique qui fonctionne chez tous les individus quasiment, hein, je pense, eh bien ça a des répercussions au niveau de la population de manière beaucoup plus globale dans une société, et notamment bien évidemment au niveau politique du coup. En fait, l'idée de Robert Greene ici, c'est de nous dire que lorsque dans une société, peu importe laquelle, vous avez des restrictions sociales de plus en plus fortes. Vous avez de plus en plus de restrictions de manière générale en fait, ou des tabous, ou voilà, des choses comme ça, de sorte que votre masque social doit être de plus en plus difficile à maintenir et avoir du coup une ombre. Oui, alors déjà j'en ai pas parlé, mais j'utilise le mot côté sombre ou ombre de la même manière, ce sont des synonymes. En fait, le mot ombre a été utilisé pour la première fois par Carl Jung, hein, du coup le grand psychologue, pour désigner tout ce que l'on veut cacher aux autres. Okay, donc c'est la même chose. Du coup, évidemment, les ombres des gens dans une société avec de plus en plus de restrictions est de plus en plus importante, et donc on a de plus en plus besoin de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Okay, et ce qu'il nous dit ici, c'est que cela profite aux hommes ou femmes politiques qui sont particulièrement radicaux, qui ont un discours particulièrement démagogue, facile, qui a tendance à tout dépeindre en noir et blanc et qui a tendance à susciter les peurs ou la colère des gens justement pour pouvoir exprimer notre ombre beaucoup plus facilement dans un geste de colère refoulée quelque part, vous voyez. Et ça, ce que je trouve très bien avec cette explication-là, c'est qu'il a écrit ça avant l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Okay, et pareil, aujourd'hui en France, dans notre actualité politique, il y a certains polémistes qui prennent énormément d'ampleur dans les sondages d'opinion, je pense pour la même raison, vous voyez. C'est intéressant ce genre de choses-là, je trouve. Comment faire du coup pour démasquer ce côté sombre, cette ombre-là justement qu'on a en nous-mêmes ou chez les autres? C'est plus facile d'ailleurs de le remarquer chez les autres, hein, bien sûr. Les défauts des autres sont plus faciles à remarquer que les nôtres, toujours. Donc il y a tout un tas de signaux ou de comportements que l'on peut observer, comme par exemple les comportements contradictoires. Par exemple, les gens qui prêchent la morale, qui sont très moralisateurs, très droits, très prompts à juger les autres, justement, mais qui se retrouvent eux-mêmes bizarrement dans des situations extrêmement compromettantes. Typiquement, l'Église catholique avec la pédophilie, hein, oui. L'Église catholique qui, par exemple, s'oppose généralement au droit de la communauté LGBT de pouvoir se marier, de pouvoir fonder une famille, le droit des homosexuels dans plein de pays, hein, et sous prétexte que cela risque d'encourager la pédophilie. Alors que c'est justement l'Église catholique qui dit ça, ce qui est assez cocasse vu qu'évidemment on sait qu'il n'y a jamais eu de problème de pédophilie dans l'Église.
Bon, c'est pas gentil de se moquer. Il y a vraiment des problèmes d'ailleurs avec ça. Sinon, il y a d'autres problèmes, par exemple, enfin d'autres personnes qui ont tendance à prêcher publiquement l'amour libre, l'ouverture d'esprit, et qui, en privé, sont au contraire extrêmement autoritaires et extrêmement dominateurs. Mais il y a d'autres comportements que l'on peut observer aussi. Le déni. Le déni, c'est le comportement de gens qui font l'inverse de ce qu'ils sont, ok ? Comme on a vu juste avant avec l'histoire de Richard Nixon, hein, par exemple, il disait de lui qu'il ne pleurait jamais, qu'il n'avait jamais de faiblesse, qu'il se fichait complètement de ce que les autres pensaient de lui. Et en réalité, bien sûr, c'était exactement l'inverse. Il avait envie, enfin, il avait tout un tas de faiblesses, il était extrêmement anxieux quant à son image publique, etc., etc. En réalité, il avait tout simplement envie qu'on s'occupe de lui, qu'on l'aime, parce qu'il avait ressenti de l'abandon quand il était petit, tout simplement, ok? Donc voilà, ça c'est l'idée du déni. Un autre comportement que j'aime bien dans l'idée, c'est celui de suridéaliser. Alors, l'idée c'est que ce sont des gens qui utilisent des causes, même des causes tout à fait nobles, hein, des causes humanitaires, politiques, écologiques, pour les animaux, etc., etc., et qui se servent de ces causes-là pour camoufler en fait leur véritable désir de violence ou d'intimidation ou de ce genre de choses. L'idée est que ces gens-là ont tendance à avoir des convictions extrêmement fortes et on est ébloui facilement par leur force de conviction et leur comportement après ça, c'est qu'ils ont tendance à dépeindre le monde en noir et blanc. Il y a les gentils et les méchants. Moi, je fais partie des gentils parce que je suis dans une cause noble et donc il faut absolument qu'on gagne. Les autres sont forcément des méchants et donc du coup, eh bien, je peux me permettre de m'autoriser à tricher, à voler, à falsifier, à mentir pour pouvoir faire avancer ma cause en réalité. Ok ? Évidemment, l'idée ici, c'est que en réalité, c'est juste un camouflet. Leur cause leur sert de prétexte pour pouvoir eux-mêmes exprimer la violence qu'ils ont en eux, leur ombre tout simplement. La projection aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement commun. La projection, c'est le fait que tous les désirs tabous, inavoués qu'on a en nous-mêmes, hein, tous les désirs que l'on a nous-mêmes mais qu'on n'accepte pas en nous-mêmes, finalement, on va avoir tendance à les projeter sur les autres, ok, de sorte que l'on puisse accuser les autres d'avoir ces désirs-là en question et qu'on peut les blâmer pour ça, ok. Alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui projetons nos propres désirs et que ça nous permet d'avoir un exutoire pour exprimer notre frustration, que l'on ne puisse pas nous-mêmes exprimer complètement ces désirs-là ou avoir ces désirs-là, ok. Par exemple, ce qui nous donne comme exemple dans le livre, c'est l'histoire de Richard Wagner. Richard Wagner, du coup, le grand compositeur allemand, qui lui accusait, il n'aimait pas les juifs, il était très raciste, et, enfin, pas que les juifs, hein, il n'aimait pas beaucoup de tout ce qui n'était pas allemand, en fait, et il avait tendance à beaucoup accuser les juifs du coup de salir la musique allemande, de salir justement la musique noble et pure de la composition allemande finalement, par leur goût éclectique et romantique et du coup il n'aimait pas du tout ce genre de choses. Alors qu'en réalité ce que nous dit l'auteur, c'est que lui-même, Wagner, travaillait beaucoup avec des musiciens juifs, parce qu'il était très talentueux, et que lui-même avait des goûts très éclectiques, et du coup, il ne pouvait pas les exprimer autrement que par l'accusation sur d'autres personnes. L'auteur ici nous donne une dernière histoire, un dernier exemple avec le livre Dr Jekyll et Mr Hyde, qui propose l'histoire du coup d'un docteur, Dr Jekyll, qui est bien sous tout rapport, qui a une très bonne réputation, et qui, au bout d'un moment, confectionne une décoction qui lui permet de se transformer en Mr Hyde. Mr Hyde, qui est un personnage extrêmement violent, qui assassine, qui viole, qui tue, qui s'adonne au plus sauvage des plaisirs, qui est vraiment atroce. Et ce que nous dit le livre, hein, ce que nous dit l'auteur de ce livre-là, c'est qu'en réalité, il s'agit des deux facettes de la même personne, deux facettes de la même pièce, et que plus on a tendance à vouloir se montrer d'un point de vue public lissé, sans bavure, bien sous tout rapport, absolument parfait, avoir une image publique parfaite, comme Nixon avant, et bien plus après en privé, on va avoir tendance à avoir beaucoup de frustration, de désirs non exprimés, etc., qui vont faire qu'on va devenir plus violent, plus voilà, où on va avoir plus facilement tendance à avoir des comportements destructeurs. Donc, l'idée pour pouvoir
sortir de notre ombre, en fait, tout simplement, c'est surtout pas de se réprimer. La répression est surtout pas ce qu'il faut faire pour casser l'effet destructeur de notre ombre, justement. Parce que c'est justement la répression qui fait que notre ombre a été créée. C'est en se restreignant avec des conventions sociales et d'autres barrières de comportement, finalement, qu'on s'est infligé à nous-mêmes, eh bien, que notre ombre a été créée. Donc, il faut surtout pas se mettre davantage de pression sur nous, parce que ça va pas marcher. Au contraire, ça va être encore pire. Il ne faut pas non plus, que nous dit Robert Greene, intégrer un groupe qui va nous permettre d'exprimer notre ombre beaucoup plus facilement. On pourrait intégrer tout un tas d'ultras. Hein. Vous voyez, les ultras, c'est dans tout, vous avez des ultras. Vous avez des ultras dans le sport, des ultras fans par exemple qui vont être particulièrement violents justement pour aller se taper contre les fans d'une autre équipe de foot par exemple. Mais c'est vrai dans les causes humanitaires comme on a vu, dans les églises, dans les religions, dans la politique. Dans tout ça, il y a des groupes d'extrémistes, des groupes d'ultras, dans tous ces groupes-là qui vous permettent en fait, en intégrant le groupe, de gagner en confiance en vous parce que c'est ça l'effet de groupe, hein, ça nous permet de gagner en confiance en nous-mêmes et de réaliser tout un tas de choses qu'on n'aurait pas fait si on avait été tout seul parce qu'on est trop timide pour le faire. Il ne faut pas faire ça non plus d'après Robert Greene, hein, bien sûr. L'idée c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui on est, à regarder notre ombre droit dans les yeux finalement, d'apprendre à se regarder droit dans les yeux et d'accepter qui on est tout simplement. Le fait de pouvoir se voir nous-mêmes tel qu'on est véritablement, ça va nous permettre déjà de grandement baisser l'effet destructeur de nos propres comportements négatifs. Notre ombre, hein, comme on l'a vu juste avant, est créée lors de notre enfance hein, suite à des insécurités, à des vulnérabilités ou à des inconforts particuliers, qui fait qu'on a tendance à se construire une personnalité qui est à l'opposé de nos problèmes pour pouvoir nous servir de bouclier. Okay ? Et donc, ce que nous dit Robert Greene ici, c'est que cette personnalité-là est une personnalité artificielle qui a été construite et que l'on peut remarquer parce que elle est souvent exagérée. Ce sont des traits de caractère qui sont souvent exagérés et donc en usant d'empathie, on peut essayer de remarquer ce genre de choses-là. Ce sont souvent des gens qui ont un intellect intimidant par exemple ou alors qui débordent d'une masculinité particulièrement exagérés ou qui sont particulièrement droits, très moralisateurs, mais de façon un petit peu trop, vous voyez, pour que ce soit normal. Et l'idée justement de ressentir ça, ça va dépendre d'un skill d'empathie en fait finalement. Comme à son habitude, Robert Greene nous donne ici toute une liste d'archétypes psychologiques en fait qui nous permet de révéler ce genre de choses. Par exemple, il y a le dur à cuire. Le dur à cuire, c'est quelqu'un qui se montre extrêmement fort, qui se montre sans faille, qui pleure pas, qui veut vraiment se montrer très masculin, très viril, ce genre de choses. Alors qu'en réalité, c'est tout simplement pour protéger le fait que à l'intérieur d'eux, c'est des nounours. Ils sont généralement des gens très doux et lorsqu'ils se mettent en couple, même s'ils montrent publiquement qu'ils veulent dominer les femmes, eh bien ils se mettent en couple avec une femme qui porte la culotte dans leur couple. Vous voyez ce genre de choses. Alors d'ailleurs c'est l'un des grands critères qu'il faut regarder, hein. Ce que nous dit Robert Greene ici, c'est que si vous voulez vraiment découvrir quelqu'un, il vaut mieux regarder ce qu'il fait, leurs actes, plutôt que leurs paroles ou leur aura. On regarde pas leur aura ou leur discours et tout ça, on regarde juste ce qu'ils font et aussi qui ils choisissent comme conjoint dans la vie. Ça, ce sont deux choses qui en disent très très long justement sur la psychologie de quelqu'un. Il y a aussi l'archétype du saint. Alors, le saint, c'est quelqu'un qui se montre soit extrêmement droit moralement, soit très progressiste, soit très spirituel. Alors, c'est vrai que faut prendre en compte le fait que c'est un livre écrit pour les Américains, par un Américain, et que donc le côté religieux et spirituel aux États-Unis est quelque chose de beaucoup plus développé qu'en France. On peut transposer ça en France en utilisant le terme progressiste, plutôt que spirituel ou droit moralement. Généralement, ça marche tout aussi bien. Et l'idée en fait de ces gens-là, c'est d'utiliser leur côté progressiste en fait pour camoufler leur volonté d'intimidation ou leur volonté d'attention des autres en fait. Lorsque ces gens-là arrivent au pouvoir, généralement ils sont extrêmement intolérants. Et c'était le cas de Robespierre par exemple. Il donne le cas de Robespierre dans le livre en disant que voilà, c'était quelqu'un qui se montrait incorruptible et il s'autoproclamait incorruptible, mais au final il était juste extrêmement avide d'argent, d'attention, de sexe, ce genre de choses. Il y a d'autres archétypes aussi, comme par exemple le rationaliste rigide. Alors,
Il faut comprendre de la nature humaine, hein, comme on avait vu dans les dernières vidéos, je ne sais plus du tout laquelle par contre, que l'irrationalité, les superstitions, les croyances font partie de notre nature, de notre psychologie, et que c'est tout à fait normal et que ça reste constant au fur et à mesure du temps. C'était ça la remarque que Robert Greene avait fait dans des chapitres précédents. Qu'en réalité, je crois que c'était le chapitre du 2, je crois, je veux pas... bref. Donc, il avait remarqué que les religions apparaissaient et disparaissaient, mais au moment où les religions disparaissent, il y a d'autres croyances qui prennent le dessus. Par exemple, en France, la chrétienté est en train de baisser très très fortement, mais à côté de ça, il y a toutes les croyances en les anges, par exemple, qui progressent très fortement. La croyance en des esprits de la nature ou ce genre de choses a tendance à progresser énormément, alors que, vous voyez, les croyances se remplacent au fur et à mesure dans le temps, de sorte que lorsqu'on regarde à grande échelle finalement, eh bien dans le temps, le taux de croyance, de superstition est tout à fait constant dans le temps. Et ce, malgré le fait que la science augmente de connaissances au fur et à mesure des décennies, des siècles finalement, eh bien ça change absolument rien sur la psychologie humaine finalement. On est toujours autant superstitieux, autant croyant, etc. etc. Donc c'est pas quelque chose qui risque de changer du jour au lendemain, ça c'est sûr, et sûrement pas grâce à la science, parce qu'en fait ça ne change absolument rien. Ça ne change rien là-dessus en tout cas. Donc ça c'est tout à fait normal. Mais les rationalistes rigides, eux, ils sont pas d'accord. Ils aiment pas ça du tout. Eux, c'est les athéistes fervents. Ils voient en la science une religion absolue. Ils ont tendance à vouloir tout analyser clairement. Et lorsque ils veulent absolument imposer leur point de vue par la science en fait. Lorsqu'ils débattent ou autre, hein, ils ont tendance à imposer leur point de vue par la science, même s'ils peuvent être par ailleurs de très bons scientifiques. Hein. Ça change pas l'histoire. Mais en fait, en réalité, ce qu'ils ont véritablement envie, c'est d'imposer leur supériorité intellectuelle via la science. Mais ce que nous dit Robert Greene dans le livre, évidemment, c'est que la science elle-même ne fonctionne pas comme ça, elle se remet en question tout le temps. Et donc, le fait d'avoir l'esprit ouvert et d'essayer de comprendre les choses d'une autre manière ou d'essayer d'observer une nouvelle façon de penser, etc., etc., eh bien, c'est quelque chose qui fait partie de l'esprit même de la science, en fait, finalement. Donc, vouloir imposer son point de vue par la science, c'est quelque chose qui est bizarre dans l'esprit, vous voyez. C'est pas normal. D'ailleurs, petite remarque aussi, c'est que généralement les rationalistes rigides comme ça ont tendance à prendre pour conjoint des gens qui eux sont complètement irrationnels. Par exemple, typiquement, c'est le prof qui va épouser la jeune mannequin qui est très superstitieuse, par exemple. Vous voyez, voilà, c'est ce genre de choses. Et il y a une variation au phénomène du rationaliste rigide, justement, hein, qui lui veut imposer son point de vue par la science. Et bien, il y en a d'autres qui veulent imposer leur point de vue par leur originalité. Ou plutôt, qui veulent imposer leur supériorité par leur originalité. Ce sont les snobs, évidemment. Donc, le snob, lui, il se sent, il a très peur de sa médiocrité. Et donc, il montre l'opposé, donc du coup, quelqu'un qui a des valeurs extrêmement importantes, des standards extrêmement élevés, et qui est extrêmement original. Alors pour le coup, il peut être véritablement original. Hein. C'est pas une question de compétence ici, c'est vraiment une question d'état psychologique. Et il veut absolument se montrer très original, très intriguant, justement, pour pouvoir avoir le sens de sa valeur personnelle. Justement, en fait, ce sont des enfants qui ont manqué l'occasion de se forger leur propre sens de leur valeur personnelle par eux-mêmes, et donc ils essayent de le faire croire par leur originalité. Bien sûr que pourtant il existe des gens qui sont extrêmement authentiques, qui ont de l'autodérision, qui savent regarder leurs erreurs en face, qui savent regarder leurs propres défauts en face, et en rire. Alors qu'à côté de ça, vous avez des gens hypersensibles qui refusent catégoriquement de regarder leurs erreurs en face et qui paraissent beaucoup moins authentiques du coup. Si vous-même vous voulez devenir authentique, il va falloir accepter complètement la part d'ombre que vous avez en vous-même, votre côté sombre justement. Mais c'est quelque chose qui est difficile parce que notre ego
nous protège justement. Ce sont tout un tas de désirs, tout un tas de comportements qui en nous-mêmes, on refuse de les voir, qui sont tabous à nos propres yeux, et donc on a tendance à les rejeter, et lorsqu'on est mis face à eux, finalement, notre ego nous protège complètement. Donc, et qui nous les rejette finalement. Donc il y a 4 exercices qui sont parmi les exercices en fait qui sont décrits dans le livre, mais que j'ai vu déjà très souvent dans d'autres bouquins ou dans d'autres formations en développement personnel, qui sont parmi les exercices les plus puissants que je connaisse dans le domaine, les exercices les plus puissants en termes d'introspection, honnêtement. Donc, par exemple, premier exercice qui nous est proposé, c'est celui de regarder honnêtement les différents moments en fait dans notre vie, dans notre année peut-être, où on a piqué une crise. On a piqué une crise de colère, piqué une crise de peur, où on a été choqué, où on a eu une émotion forte, mais négative du coup. Ok ? Vous prenez essayez de vous rappeler au maximum le moment où vous avez eu cette crise-là, au moment où vous avez été extrêmement en colère, extrêmement frustré, extrêmement choqué, voilà, dans différents domaines, et essayez de vous remémorer au mieux possible pourquoi vous avez eu ces sensations-là, ces émotions-là, et vous posez la question, quelle insécurité cela révèle en moi? Ok ? Ça, c'est vraiment l'un des gros points. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à faire, c'est l'un des exercices, enfin c'est un exercice d'introspection très 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 efficace, de sorte que, par exemple pour la colère, le fait de se dire qu'est-ce que ça révèle en moi, du coup de se dire à chaque fois que j'ai été en colère contre quelqu'un ou pour une raison ou pour une autre finalement, d'essayer de rechercher la raison de la colère et essayer de changer mon point de vue sur cette raison-là en me disant mais où a été ma responsabilité dans ma colère en fait finalement. Parce que notre colère ne vient jamais des autres. Ce n'est jamais les autres ou les circonstances qui nous mettent en colère. Nous nous mettons en colère tout seuls, en réalité. Par exemple, s'il y a un de nos collaborateurs qui arrive en retard et qu'on est un peu énervé pour ça, parce que, pour reprendre l'une de mes expériences personnelles, un collaborateur arrive en retard et je lui dis « Ah ouais, mais bon, c'est pas cool, pourquoi tu arrives en retard ?» Et lui, il me dit « Ah, je suis désolé, il y avait ma fille qui était malade. » Et là, je me suis senti vraiment nul en fait en moi parce que je m'étais imaginé, j'avais fait une histoire dans ma tête, c'était il y a longtemps, où je m'étais imaginé qu'il me manque de respect en fait. Il me prévient même pas qu'il va être en retard, vraiment c'est un manque de respect. Alors qu'en fait non, il y a sa fille qui était malade, tu vois, moi j'étais en mode oh merde, tu vois, ce genre de truc. Et en fait, plus on va réussir à analyser nos propres colères, nos propres doutes, notre propre frustration, ou à chaque fois qu'on a eu une émotion négative très forte comme ça, tu vois, eh bien, on va pouvoir retrouver le pourquoi est-ce qu'on a eu cette colère-là, quelles sont nos responsabilités dans l'histoire, où est-ce qu'on a eu, quelles sont nos insécurités, qu'est-ce que ça révèle en nous qu'on peut changer, qu'on peut améliorer. Et petit à petit, plus on va faire ça finalement, plus on va se retrouver dans une situation où à chaque fois qu'on va être en colère à nouveau, on va se dire « Ah chouette, j'ai un moyen pour grandir, pour évoluer en fait. » Vous voyez le truc? C'est vraiment ça l'idée. Le deuxième exercice est encore plus important en termes d'introspection. C'est un exercice c'est vraiment l'exercice le plus puissant en termes d'introspection que je connaisse. Ça fait une dizaine d'années, pas tout à fait quand même, si bientôt, une dizaine d'années, oh punaise, que je fais du développement personnel. Et c'est vraiment l'un des outils les plus puissants que j'ai pu connaître. Vraiment, imaginez, faites la liste. Oui, il y a beaucoup de listes à faire, mais c'est pas grave. Faites la liste des pensées à aller aux 2 ou 3 personnes que vous appréciez le moins au monde, que vous aimez le moins. Ok. Imaginez clairement pour chacune de ces personnes-là, quel est son défaut qui fait que vous n'aimez pas cette personne. Ok. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on a vu la projection juste avant, vous voyez, ce que l'on n'aime pas chez les autres, ce sont des projections de choses que l'on n'aime pas en nous-mêmes. Ça fait mal. La première fois qu'on fait cet exercice-là et qu'on s'en rend compte de ce genre de truc, ça fait très mal. Souvent, ce qui se passe, c'est que notre ego se met en barrière comme ça, il nous dit « Non, mais non, c'est pas possible. Moi, j'aime pas tel machin, ou tel machin, telle personne. »
parce que il est pas gentil avec telle ou telle autre personne, ou parce que il fait du mal aux animaux, ou parce que machin, je sais pas, mais il faut essayer de reconnaître en vous-même que c'est justement une pulsion ou un comportement, un désir que vous n'appréciez pas en vous-même. Et le troisième exercice, c'est un exercice qui est accolé à ce deuxième exercice-là, justement. C'est l'étape d'après, c'est-à-dire essayez de faire preuve d'empathie au plus que vous pouvez et d'essayer de vous mettre à la place de ces personnes-là que vous n'appréciez pas. Essayez de vous imaginer complètement à la place de ces personnes-là, essayez de vraiment vous immerger complètement et d'essayer de ressentir ce qu'elles ressentent, d'essayer de ressentir ce que ces personnes-là éprouvent comme plaisir à faire ce que vous détestez. C'est quelque chose qui est très difficile, mais qui, lorsqu'on le fait et qu'on arrive à le faire, nous permet de devenir beaucoup plus tolérants, de lâcher un poids considérable en fait, parce qu'on se rend compte que l'autre en fait est humain, est tout simplement un être humain comme nous et qui a ses failles, ses faiblesses exactement comme nous en fait. Si on arrive à faire ça avec les personnes qu'on apprécie le moins au monde, vous arriverez beaucoup plus facilement à vous accepter vous-même. Le quatrième exercice qui est proposé par Robert Greene ici, c'est le fait de demander tout simplement aux autres, à notre famille, à nos proches, à ceux qui nous connaissent le mieux, quels sont nos défauts et d'essayer de nous le dire avec le plus d'honnêteté possible. Parce que souvent quand on pose cette question-là, les autres ils répondent « Oui alors attends du coup, faut bien que je formule mon truc, alors c'est pas exactement ça, voilà, ils passent un temps fou à essayer de formuler leur phrase de sorte à pas nous blesser. » Vous voyez? Non, essayez vraiment de leur dire si vous êtes vraiment prêt à accepter d'entendre tout et n'importe quoi, bien sûr, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, surtout si vous avez une certaine susceptibilité, de leur demander d'y aller cash, direct. Mais voilà, c'est quelque chose, ce sont des exercices qui sont difficiles, il ne faut pas le cacher, hein, ça ne sert à rien. Ce sont des exercices qui demandent à être faits petit à petit, à être faits régulièrement, parce que souvent, on a malgré tout, même avec toute la meilleure volonté du monde, on a tous un ego qui nous protège d'une manière ou d'une autre, qui nous embête plus qu'autre chose en fait, mais qui nous protège quand même, et qui fait qu'on n'accepte pas forcément, ou alors on arrive à oublier assez rapidement ce genre de remarques, qu'on entend de nos proches ou des gens qui nous connaissent. Voilà, on a tendance à les mettre de côté très rapidement, à essayer, ouais bon ok, j'entends ce truc là, mais bon, je mets ça sous le tapis et puis je continue à avancer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment redemander ça régulièrement, redemander des feedbacks comme ça, redemander, pas forcément tout le temps, parce qu'il ne faut pas les embêter non plus trop souvent, mais il faut y aller en fait à votre rythme déjà. Pour que vous acceptiez pour que vous digériez les choses petit à petit, ça prend du temps, il faut pas se leurrer. Et après voilà, vous pourrez faire ces exercices-là peut-être petit à petit, mais vraiment, ce sont des choses qui apportent une énorme, qui débloquent même des choses absolument importantes et qui changent la vie même, même très clairement. C'est ce genre d'exercice-là. Enfin voilà quoi, il y a énormément de monde qui arrive à être véritablement authentique, et pour ça on doit passer par une petite étape en 5 exercices là. Je tiens juste à faire une petite parenthèse avant de commencer ce petit exercice. C'est un exercice qui est de très loin ce qu'il y a de moins politiquement correct dans ce chapitre, et c'est pas pour tout le monde, je pense, parce que si vous avez tendance vous-même à avoir une grande confiance en vous et à ne pas vraiment prendre en compte ce que les autres racontent, à en faire un peu qu'à votre tête, ou même à être arrogant, à avoir des tendances arrogantes, tout ça, c'est pas pour vous, clairement. Cet exercice-là, ne le faites pas, parce que ce serait pas bien. ça accentuerait un problème plus qu'autre chose. Je pense que cet exercice-là est beaucoup plus fait pour ceux qui ont encore un petit peu de difficulté à s'affirmer, ceux qui manquent de volonté, ceux qui sont un peu plus timides, ceux qui ont un petit peu de difficulté à faire vraiment ressortir leur ombre, parce que c'est tout ça le but de cet exercice. Première étape du coup de cet exercice, pour faire ressortir votre ombre, du coup vous devez respecter vos propres opinions plus que celles des autres. Imaginez clairement que vos opinions sont bien meilleures et bien plus intéressantes que celles de tous les autres, n'importe qui, et puis voilà, point c'est tout.
Numéro 2 du coup, soyez plus confiant, gagnez en confiance en vous-même et arrêtez de faire des compromis. Même si cela pourrait arranger l'un de vos amis, que vous puissiez faire des compromis sur tel ou tel truc. Non, 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 non. La seule personne qui compte, c'est vous. Arrêtez complètement de faire des compromis. Troisième chose du coup, arrêtez complètement de donner le moindre intérêt à ce que les autres pensent de vous. La seule personne qui doit avoir un avis sur vous-même, c'est vous-même, et puis point, c'est tout. Quatrième étape, celle qui est le moins politiquement correcte, reconnaissez que quelquefois vous avez besoin de marcher sur les autres qui se trouvent devant votre route finalement. Ceux qui ont des valeurs sales, je reprends les mots du texte, ceux qui ont des valeurs sales du coup, marchez-leur dessus, humiliez-leur, blessez-les même s'il faut, et montrez-le fièrement à tout le monde. Numéro 5 du coup, soyez libre d'être insolent. Carrément. Très honnêtement, je pense que cet exercice-là est à faire uniquement de manière temporaire pour ceux qui ont peut-être besoin de faire ressortir leurs ombres. Peut-être, mais très honnêtement, là je vous donne mon avis personnel sur le livre pour le coup. C'était le dernier exercice, je vous l'ai donné parce que ça fait partie de mon contrat en gros de faire le résumé du livre, mais je vous conseille beaucoup plus les 4 exercices d'introspection qu'on avait vus avant, bien sûr, parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Après, j'arrive absolument jamais à me rappeler de la citation de fin, donc je vais prendre ma feuille, ne vous en déplaise, ce coup-ci, parce que j'arrive jamais à m'en rappeler. Donc n'oubliez jamais que les hommes sont moins bons qu'ils pensent être, tout le monde a une ombre, et moins celle-ci est acceptée par les individus, plus ils auront une ombre noire et dense. La prochaine fois du coup, chapitre numéro 10 sur la jalousie, ses causes, ses conséquences, comment la détecter en nous-mêmes évidemment. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle page d'introspection finalement. Merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et on est parti pour un long voyage.